Bonjour et bienvenue dans le podcast du jeudi, un podcast qui nous fait du bien et qui part à la découverte des solutions pour le monde d'aujourd'hui et de demain. Chaque semaine, nous partirons à la rencontre d'un ou de plusieurs porteurs de projets qui ont lancé des initiatives au sein d'AgroParisTech soutenues par la Fondation. Nous mettrons la lumière sur ceux qui ont fait du vivant leur vocation et qui avancent vers un monde meilleur. Qui sont-ils ? Pour ce podcast du 28 mai, nous accueillons Pauline, Aurélie et Manon, membres de la chaire ANCA, une chaire qui sensibilise à l'alimentation durable. Bonjour à toutes et bienvenue parmi nous. Bonjour. Bonjour. Pour commencer et pour qu'on puisse y voir un peu plus clair, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est une chaire ? Oui, alors c'est toujours compliqué à expliquer ce qu'est une chaire, mais effectivement, il y a plusieurs chaires partenariales à l'école AgroParisTech. Et une chaire, pour le faire simple, c'est un partenariat public-privé. Et c'est des projets qui sont menés au sein d'AgroParisTech, des projets qui n'auraient pas forcément pu être menés dans un cadre d'un enseignement ou dans un cadre de recherche. Donc, c'est un peu des projets un peu exceptionnels qui ont une durée de vie puisque les projets portés par les chaires ont une durée de vie de 5 ans. Les chaires marchent sur des cycles de 5 ans. Et en l'occurrence, notre chaire n'est pas une chaire de recherche, mais une chaire qui fait de la sensibilisation à l'alimentation santé, à une alimentation qui se veut saine et durable. Et on dépend donc de la Fondation AgroParisTech, laquelle qui recueille des dons d'entreprises privées ou publiques pour qu'on puisse mener sur le long terme nos projets. Et quels sont les sujets qui touchent vos projets ? Nos projets, en fait, ils servent un objectif commun qui est de sensibiliser le plus grand nombre à une alimentation saine et durable. Donc, dans les domaines d'expertise de l'école, c'est vrai qu'on est spécialisé vraiment sur la thématique de l'alimentation au sens large. Et nous, on se place surtout du point de vue du consommateur dans l'idée de pouvoir lui donner des solutions concrètes pour l'accompagner en fait dans une transition et tendre vers une alimentation plus durable. Ça fait donc un certain temps que vous développez toutes ces actions. Depuis combien de temps la chaire ANCA existe ? La chaire, elle existe bientôt depuis 10 ans. On fêtera nos 10 ans à la fin de l'année, donc on fera une grosse fête. Et donc, c'est vrai que les projets ont pas mal évolué sur ces 10 ans, notamment sur les thématiques traitées, parce que sur les 5 premières années, par exemple, on était vraiment plus spécialisé sur les questions de nutrition et de comportement alimentaire. Donc, à la fois pouvoir former les gens sur les connaissances de base en nutrition pour comprendre pourquoi on doit manger tel et tel aliment, ce qui deviennent dans notre corps, etc. Et puis, les questions de comportement alimentaire nous intéressaient beaucoup aussi, dans l'idée de pouvoir se dire, si on fait des recommandations alimentaires, on ne peut pas le faire sans avoir une connaissance des comportements alimentaires adoptés par telle et telle population. Et donc, on intégrait aussi justement ces déterminants du comportement alimentaire qui sont très importants. Et puis, c'est vraiment ces dernières années qu'on a élargi encore plus à la thématique de l'alimentation durable, qui est pour nous, pour nous, on ne peut plus traiter les questions de nutrition sans aborder les questions d'alimentation durable. Et pour nous, une alimentation durable, c'est une alimentation qui remplit 4 dimensions de l'alimentation, qui sont une alimentation effectivement qui soit nutritionnellement sûre et saine pour les populations, et qui soit aussi respectueuse des environnements et des écosystèmes, et qui soit culturellement acceptable et économiquement viable et accessible pour tous. Donc ça, c'est vraiment la définition complète, qui est la définition de la FAO, et c'est vrai que pour nous, c'est important d'avoir ces 4 dimensions, et c'est vraiment ça qui régit notre vision de l'alimentation, en tout cas ce qu'on essaye de véhiculer à la chaire. Je vais juste revenir sur un petit point. Qu'est-ce que la FAO ? Alors la FAO, c'est les Nations Unies pour l'alimentation, donc c'est une grande instance qui Ils émettent des recommandations mondiales pour que l'alimentation soit sûre et saine à travers le monde, que ce soit le volet agriculture ou le volet alimentation. Et c'est effectivement un organisme qui émane des Nations Unies. Et donc vous utilisez cette référence pour agir ou c'est vraiment juste à titre d'exemple ? Là, dans le cas de la définition qu'a citée Manon, on se sert effectivement de la FAO, qui est un organisme international qui est reconnu et qui a émis et qui a été l'un des premiers à émettre cette définition. Après, dans notre manière de travailler plus globale à la chaire, quelque chose qu'on n'a pas mentionné, mais
On est implanté au sein du laboratoire de nutrition d'AgroParisTech, donc laboratoire PNCA, physiologie de la nutrition. Et du coup, cet environnement, le fait d'être AgroParisTech, on bénéficie d'un réseau d'experts assez incroyable sur ces sujets d'alimentation. Donc, toutes les actions qu'on développe, on le fait main dans la main avec des experts, des enseignants-chercheurs de l'école, mais aussi de l'INRA ou du CIRAD. Et puis, une partie de notre travail aussi, c'est beaucoup de faire de recherche dans la littérature. Donc, on s'appuie beaucoup sur ce que la littérature nous dit pour après transformer ces messages pour qu'ils soient compréhensibles auprès des cibles auprès desquelles on veut s'adresser. Et j'ai vu que vous avez même vous-même fait un livre, enfin une BD plus précisément. Oui, ce projet de bande dessinée, c'est un projet qu'on a mené en 2018 et qu'on a diffusé à l'été 2018. Et l'idée, c'était vraiment de sensibiliser justement les consommateurs aux grands enjeux de l'alimentation durable et les enjeux qu'on va devoir rencontrer, auxquels on va devoir répondre dans les années à venir. Et comme on aime bien travailler sur des formats innovants à la chair, on a vraiment travaillé sur justement les meilleurs moyens de pouvoir faire cette sensibilisation, et notre choix s'est porté sur la bande dessinée et notamment la bande dessinée numérique puisqu'on a diffusé ce programme sur Instagram. Et donc, c'est une BD en 30 épisodes qui invite le lecteur à se projeter dans le futur de notre alimentation. Donc, on commence en 2018 et on finit en 2050. Et en fait, le pitch, c'est qu'on suit l'histoire de 4 amis qui ont 25 ans au début de l'histoire et qui en ont une cinquantaine à la fin. Et en fait, toute l'histoire les suit sur ces 30 ans de vie. Et l'idée, c'est de voir comment leur alimentation va évoluer sur ces 30 années, comment la société aussi va essayer de répondre à ces grands enjeux de l'alimentation. Et en fait, notre objectif à la toute base de ce projet, c'était de pouvoir sensibiliser les gens à la question de l'approvisionnement en protéines, qui va être un des grands enjeux dans les années à venir. Puis évidemment, on a un peu élargi, donc c'est très central dans la BD, mais on a aussi abordé d'autres questions qui sont des questions notamment de sociologie. Est-ce que on va continuer à réussir à manger ensemble en 2050, ou est-ce que l'individualisation des pratiques va faire que on ne pourra plus manger autour de la même table? On aborde également la question de la médicalisation de l'alimentation avec justement toutes ces startups qui développent des produits très médicalisés qui peuvent être en poudre ou voilà, qui sont très futuristes. Donc, se poser la question, savoir si ça va effectivement être ça l'avenir de notre alimentation. Donc voilà, on balaye quand même assez large, mais la question centrale, c'est quand même le fait qu'il va falloir que la population devienne majoritairement flexitarienne dans les années à venir si on veut essayer de limiter les dégâts à la fois sur notre santé, mais aussi sur l'environnement. Après, qu'est-ce que ça veut dire végétaliser? C'est vrai qu'on peut croire qu'on ordonne un petit peu de tendre vers un régime végétarien, voire vegan. Là, on n'est pas là, nous, en tant que tel, chez Ranka, pour donner ce type de conseils. Après, c'est des choix individuels de choisir de ne plus manger de viande pour des raisons éthiques ou des raisons climatiques ou d'enlever complètement tout produit animaux de son assiette. Mais en tout cas, effectivement, ce qu'on sait, il y a un consensus scientifique, comme le notait aussi Manon, c'est qu'il faut rééquilibrer notre consommation de protéines animales et de protéines végétales, donc réduire un peu notre consommation de protéines animales et accroître celle d'origine végétale. Donc ça passe par consommer davantage, par exemple, de légumes secs, on en parle beaucoup, des légumineuses, des lentilles, des pois chiches, des haricots rouges. C'est des aliments qui sont sous-consommés en France, qui sont riches en fibres, dont on consomme aussi pas assez, et c'est des aliments qui sont riches en protéines végétales. Donc c'est par ces petits leviers-là aussi qu'on arrive à végétaliser son alimentation. Alors, bien sûr, pour certaines personnes, c'est des grosses ruptures dans leur façon de consommer et de manger. C'est pour ça qu'on essaye de donner des astuces pour le faire de manière progressive et que ça ne soit pas des changements drastiques, parce qu'on sait que changer ses habitudes alimentaires, c'est très compliqué et ça demande du temps. Oui, surtout en ce moment avec la situation actuelle et le Covid-19. D'ailleurs, vous pensez que ça a mis en avant certains éléments ? Vous en avez parlé il y a quelques temps sur vos réseaux, j'ai vu un post où vous avez dit que 75% des maladies infectieuses sont d'origine animale.
C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a trouvé intéressant, c'est que cette crise, elle doit aussi engendrer des réflexions sur l'évolution de nos systèmes alimentaires, parce que une des causes possibles de ce type d'épidémie et ce type de crise, c'est effectivement le fait que le territoire des faunes sauvages sont réduits drastiquement, et que ça, ce soit en partie dû en fait à l'élevage qui occupe beaucoup de place, et que l'élevage intensif en plus augmente les risques de transmission en fait de virus entre animaux domestiques et animaux sauvages. Et c'est vrai que ça a été pas mal pointé du doigt pour la crise du coronavirus. C'est un argument en plus qui vient nous dire que l'élevage intensif doit être vraiment diminué, et que voilà, si on veut tendre vers un monde plus durable, c'est aussi privilégier une consommation de produits animaux qui reste plutôt occasionnelle, et par contre privilégier une alimentation qui soit plutôt de qualité. Donc c'est pour ça qu'on insiste, nous, sur le fait notre message, c'est pas de supprimer effectivement la consommation de produits animaux totalement de nos régimes alimentaires, mais c'est vraiment de le diminuer drastiquement, et puis de revoir ça pour aller vers des produits de meilleure qualité. Je vais juste revenir sur votre bande dessinée, j'ai oublié de vous demander comment elle s'appelle. Elle s'appelle Manger vers le futur, et elle est toujours disponible sur le compte Instagram qui porte le même nom. Donc là, il faut remonter au début du compte pour pouvoir la lire. Et sinon, elle est aussi disponible sur un site internet qui s'appelle Manger vers le futur également. Et depuis en fait qu'on a fini de diffuser cette BD, le compte Instagram Manger vers le futur, c'est vraiment devenu notre plateforme où on continue de communiquer en fait sur l'alimentation durable. Donc c'est un endroit où, par exemple, toutes les semaines, on fait une revue de presse pour informer des dernières actualités en fait sur la thématique de l'alimentation durable, sur les travaux de recherche aussi qui paraissent, parce que c'est un sujet encore très émergent. Et voilà, c'est vrai que la communauté scientifique aussi, c'est un sujet vraiment en effervescence auprès de la communauté scientifique. Donc c'est savoir où on en est en fait, ce que dit la science sur le sujet aujourd'hui. Et puis c'est un endroit aussi, on fait régulièrement des interviews de chercheurs de l'agro par exemple, qui pour leur donner une part de voix et faire plus de proximité aussi entre le monde scientifique et puis les consommateurs pour lequel il y a parfois un fossé. Donc on essaye de réduire un peu tout ça. Alors c'est vrai que moi je vous suis depuis un bout de temps sur Instagram, je vois votre page, vos stories, vous avez même fait des actions pendant la semaine du développement durable avec des interviews, des conseils, des recettes, etc. Je me souviens d'interviews d'agriculteurs, de scientifiques qui développaient les questions en fait de l'alimentation durable et la manière dont l'agriculture se fait. Donc c'est vrai que j'ai pu voir tout votre travail de sensibilisation et vous utilisez plein de moyens de communication pour y arriver. Est-ce que vous avez déjà prévu des choses pour la suite pour continuer tout ça ? Une nouvelle BD peut-être ? Oui, on a un projet sur le feu qui viendra dans la continuité justement de cette BD Manger vers le futur. Donc cette fois-ci, ce projet s'appellera Je mange pour le futur. Et en fait, ce qu'on a fait dans le cadre de la BD, c'était d'inviter les gens à se poser des questions en utilisant de la prospective et en utilisant une histoire fictive. Mais ce qu'on aimerait faire dans ce nouveau programme, c'est pouvoir accompagner beaucoup plus concrètement le mangeur dans son quotidien et pouvoir répondre à des questions qu'on peut tous avoir en tant que consommateur, qui sont concrètement, je vais faire mes courses, quel type d'aliments est-ce que je dois privilégier ? On me dit que je dois végétaliser mon alimentation, mais comment m'y prendre ? Parce qu'aujourd'hui, ça fait pas du tout partie de mes habitudes. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir amener des astuces, des idées de recettes, continuer d'amener de la théorie aussi, mais cette fois-ci de manière beaucoup plus concrète et revenir à l'échelle individuelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, juste pour compléter, il y a beaucoup de recommandations alimentaires de tous les côtés. Et en tant que consommateur, on ne sait pas vraiment par quel bout les prendre, par quel bout commencer en fait pour améliorer notre alimentation et la rendre plus durable. Et ces recommandations, en fait, même si on les connaît, par exemple, tout le monde sait qu'il est recommandé de consommer 5 fruits et légumes par jour, de ne pas manger d'aliments trop gras, trop sucrés, etc.
c'est vrai que c'est parfois difficile de les transposer dans la réalité de notre quotidien, où on n'a pas forcément le temps de cuisiner, pas forcément le budget pour acheter exactement ce qu'on voudrait, etc. Donc c'est vrai que la transition vers une alimentation durable, elle peut facilement être vue comme contraignante. Et c'est en ça vraiment que nous, on veut jouer, en montrant qu'on peut aussi allier alimentation durable avec plaisir, avec convivialité. On veut vraiment porter un discours qui soit apaisé et vraiment aider les consommateurs à développer leur vision critique sur le sujet, en fait, tout en leur donnant, comme disait Manon, des clés concrètes pour agir au quotidien. Ce qu'on a essayé aussi de faire, c'est d'investir un peu les réseaux sociaux. C'est vrai, comme disait Pauline, il y a déjà beaucoup de messages autour de l'alimentation, mais il y en a aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes qui s'autoprogramment prescripteurs ou qui vont donner des recommandations qui parfois peuvent être dangereuses pour les gens, pour les populations. Du coup, c'est ce qu'on essaye aussi d'apporter, notre crédibilité scientifique avec ce compte, et aussi utiliser bien sûr les ressorts des réseaux sociaux en proposant de l'interaction, en proposant des supports assez ludiques, assez courts, qui synthétisent peut-être assez rapidement des informations, mais qui permettent d'avoir des repères et qui sont vérifiés, validés scientifiquement. Donc on essaye de peut-être prendre un peu de hauteur, très modestement aussi, sur tout ce qui peut être proposé, et aussi sur tous les réseaux sociaux où il y a un peu à boire et à manger dessus, quoi. Est-ce que vous avez un conseil ou une action qu'on peut mettre en place tous les jours et qui peut nous faire avancer vers une alimentation durable, l'alimentation de demain ? C'est un conseil qu'on a posté récemment et que je trouve intéressant, qui est d'être curieux, de savoir s'informer, de pas hésiter à poser des questions aussi sur d'où viennent nos aliments, comment ils ont été produits, de toujours avoir un esprit critique. Est-ce que l'information qu'on me donne, d'où elle vient, qui a été le prescripteur, est-ce qu'elle a été vérifiée? Je pense que la curiosité, en tout cas pour mener son parcours et ses recherches dans le domaine de l'alimentation, c'est assez important, même si c'est sûr que ça peut être vite chronophage, c'est un effort. Mais on se dit que c'est peut-être un effort qu'on fait au début, mais qui nous permet d'avoir des repères aussi assez concrets et assez de base pour la suite. C'est vrai que dans les conseils, c'est un peu la question qu'on s'est posée aussi pendant cette période de confinement, de pouvoir en retirer des conseils clairs en fait sur comment est-ce que moi en tant que citoyen je peux essayer d'agir pour changer peut-être le contenu de mon assiette et puis tendre vers un monde plus durable. Donc si la crise permet d'avoir cette prise de conscience et puis de chercher des pistes pour y arriver, ce serait vraiment top. Mais du coup, dans les conseils qu'on a donnés, il y avait effectivement en premier lieu de végétaliser notre alimentation. C'est un levier sur lequel il y a vraiment un consensus dans la communauté scientifique et qui est un vrai levier pour réduire nos émissions carbone, par exemple. Donc ça nous semble intéressant et à la portée de tous. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Et puis peut-être quelque chose qui est un petit peu plus abstrait, mais c'est comment globalement on arrive à repenser la valeur de notre alimentation en se disant que, voilà, en s'interrogeant sur effectivement cet aliment, son histoire, la manière dont il a été cultivé, par qui, est-ce que le producteur a été correctement rémunéré, et puis passer du temps à le cuisiner, à s'intéresser à cet aliment, comprendre pourquoi il a du goût, etc. On pense que ça instaure un peu un cercle vertueux aussi qui est bénéfique pour adopter un comportement plus durable. Il y a un sociologue qu'on aime beaucoup, Éric Birloez, qui dit très justement qu'on gaspille moins un aliment auquel on porte de la valeur, et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on est complètement d'accord, parce que un aliment qu'on a cuisiné, qu'on a passé 2 heures à cuisiner, ou que quelqu'un de notre entourage aurait cuisiné pour nous, on va être moins enclin à le mettre à la poubelle qu'un aliment qu'on a acheté en supermarché et qu'on aurait peut-être un petit peu plus banalisé. Donc, je pense que cette valeur de l'alimentation qu'on a un petit peu perdue, c'est quelque chose sur lequel on aimerait bien travailler un petit peu plus aussi. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour finir ce podcast ? On peut finir sur effectivement que la chaire, comme a dit Manon, fête ses 10 ans et va peut-être entamer son 3e cycle, et que
Pas de Voilà, peut-être, Aurélie, pas de peut-être. Oui, il va entamer son 3e cycle et que s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont envie de participer à la construction de ce futur projet, qu'il y aura toujours pour lancer, de s'interroger sur comment on mangera demain, comment à la fois des crises climatiques ou des crises sanitaires comme on vit peuvent infléchir nos comportements alimentaires. C'est quoi la future transition de nos comportements alimentaires? Je pense que ça sera ça toujours la ligne directrice de notre chaire. Merci pour toutes ces réponses. On vous souhaite une très bonne continuation et on a hâte de voir ce nouveau projet. À bientôt. Ouais, Merci, à bientôt. C'est ainsi que se termine notre podcast du jeudi, un peu plus long que d'habitude, mais on s'est dit qu'après 2 semaines sans podcast, il fallait revenir plus fort. Nous espérons que vous serez toujours au rendez-vous la semaine prochaine et que ce podcast